Faut le faire aujourd'hui avec un métier de l'artisanat, avec le métier de boucher, de bouchère même. Faut le faire avec une femme qui prépare, qui travaille et qui vend la viande depuis une quinzaine d'années, une bouchère de père en fille. Bonjour Élodie Rigaud. Bonjour François. Merci de nous recevoir chez vous. On est dans votre boucherie familiale à Vambrochy, c'est près de Lille. C'est quoi alors un boucher, une bouchère ? Un boucher, une bouchère, déjà c'est un métier de passion. C'est accompagner un client dans son repas, dans sa préparation, c'est proposer un bon morceau de viande. Il y en a qui vont aimer de la viande avec un peu de gras. Dans une autre région, ils n'aiment pas du tout le gras, donc faut pas qu'ils voient un morceau de gras sur un beefsteak ou une côte à l'os, ce qui est bien dommage. Hein, parce que le gras, c'est la vie. Hein. Pour arriver jusqu'à chez nous, y a un éleveur, il y a un grossiste en viande et il y a nous en fait. Hein. Et nous, on est le dernier maillon de la chaîne et nous, on doit faire en sorte que le morceau qui est donné au client, c'est la noblesse du métier en fait. On entend souvent l'appellation boucher, charcutier, traiteur. C'est quoi les petites nuances ? Qu'est-ce que vous êtes vous exactement ? Alors nous, on est vraiment à 100% boucher. Hein. C'est vraiment notre premier métier. La charcuterie, c'est notre second métier. Alors, comme on achète de la viande sur carcasse, le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, on fabrique à 100% notre charcuterie. Ensuite, le métier traiteur, ça vient en complément. Alors, on fait du traiteur magasin pour notre clientèle. Donc, voilà. En rentrant dans votre boutique, on a vu les belles étals, les belles vitrines. C'est quoi un petit peu, vous, vos classiques, votre spécialité ? Alors, on a plusieurs spécialités. Alors, plutôt en charcuterie. On a notre pot de chevelèche qui est un produit bien typique du Nord. Ça veut dire en flamand petit pot de viande. Il y a des clients qui viennent de loin pour notre pot de chevelèche. Et c'est quoi exactement le pot de chevelèche ? Alors, c'est quelle viande qui est travaillée ? C'est une terrine à base de plusieurs viandes avec une gelée, un bouquet garni. Puis après, voilà, c'est notre recette. Après, Dévoile pas les secrets. Non, dévoile pas les secrets. Ensuite, en deuxième spécialité, on a toujours en charcuterie le pâté d'Hélène. Donc c'est un pâté de foie amélioré qui a gagné un concours. Donc on a donné le nom d'Hélène parce qu'à l'époque, ma sœur était dans l'entreprise et c'était elle qui a élaboré la recette. Puis après, on a aussi l'andouillette de Vambrochy qui est composée à base de genièvre. Et puis après, on fabrique notre jambon. Ce qui est rare de nos jours, il n'y a plus beaucoup d'artisans qui le fabriquent. Et ça peut se comprendre hein, parce que il faut des professionnels, un savoir-faire. Et il faut que ce soit quand même constant quand on fabrique ce genre de charcuterie. Donc nous, on le fabrique. On est fiers de dire aux clients qu'on fabrique notre jambon et on voit la différence en fait. Et si on prend l'exemple de ce jambon, d'où vient la viande par exemple ? Alors c'est un porc qui est à 100% régional. C'est un porc des hauts pays, élevé à la graine de lin. On a un grossiste en viande qui choisit pour nous. Il sait nos critères de sélection. Après, ils nous livrent directement. Donc vous leur faites toute On leur confiance. fait confiance, ouais. Et donc quand la viande arrive dans votre boucherie, sous quelle forme elle se présente et qu'est-ce que vous faites une fois qu'elle est arrivée ? Alors nous, on travaille en carcasse, donc c'est une carcasse entière qui arrive. Enfin, c'est des demi-carcasses, parce que sinon, ça serait un petit peu lourd pour celui qui la porte. Est-ce que c'est un peu ce qu'on peut imaginer par exemple ou ce qu'on peut connaître dans les films Rocky où on voit sur un crochet dans une chambre froide, c'est ça ? Mais oui, ça arrive sur crochet. On a un rail au plafond et donc directement à la porte, il y a un crochet qui est attaché au rail et la carcasse, elle est mise directement. Ça permet de ne pas porter jusqu'au frigo, quoi. Parce que ça peut peser... c'est super lourd en fait. Et donc cette carcasse arrive donc sur un rail, voilà. Directement en chambre froide. Et après, qu'est-ce qui se passe avec cette viande ? Et après, on a des professionnels, donc nos bouchers, qui font leur job et qui là désossent les carcasses. On désosse pas n'importe comment, il y a des règles à respecter. En termes d'hygiène, en termes de respect pour la carcasse, parce que on travaille pas comme un bourrin, il faut respecter quand même l'animal. Quand il est vivant, quand il arrive chez nous et jusque dans l'assiette en fait. On le nourrit bien, on fait en sorte qu'il y ait dans une prairie, qu'il y ait bien de la paille. Ensuite, à l'abattoir, faut qu'il soit dans un abattoir qui respecte l'abattage parce que c'est pas forcément partout le cas et je pense qu'on en a entendu beaucoup il y a quelques années sur ces techniques d'abattage. Et ensuite, ça arrive chez nous et nous, on traite bien la carcasse, quoi. Et une fois que vous faites ce travail de gros, que vous séparez certaines parties de la viande, qu'est-ce que vous faites exactement ? Comment ça s'organise ? On fait des rôtis, on fait des steaks, des côtes à l'os. Après, on peut faire des préparations filet mignon maroilles.
C'est pas toujours que la viande brute. On essaye d'avoir des nouveautés, de préparer la viande avec quelque chose en plus. Ça, c'est un travail que vous faites avec votre main, avec... Ouais, avec nos mains, c'est nous. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de robot. C'est nous, artisans bouchers, qui travaillons avec nos mains. On essaye d'être inventifs, créatifs. On essaye de piquer des idées chez nos collègues. Mais il n'y a pas de honte. Des fois, je vois des publications d'un confrère sur Facebook. Je lui envoie un petit message en disant « Ça te dérange pas que je te pique cette idée ?» Il me fait « Bon non, de toute façon, on est là pour échanger. On n'est plus là pour se faire la guerre. On n'est plus assez pour se faire la guerre. » Et franchement, nous, dans la région, notamment dans le Nord, on n'est pas des concurrents entre collègues. On est à 100% main dans la main entre collègues, quoi. Donc il y a le travail de gros, ensuite il y a le travail de préparation, on vient d'en parler. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant que la viande se retrouve en vitrine, en étalage pour le client? Il faut avoir un bel étalage, qu'il n'y ait pas une goutte de sang qui fasse tache sur votre étalage. Nous, on met des feuilles vertes spéciales. Et le vert, en fait, ça rappelle un peu la nature, le bien-être animal. En fait, quand vous rentrez dans notre boucherie, nous, on avait envie que les gens se sentent bien, pas agressés par un rouge. On a eu raison, parce que le vert, c'est la nature et c'est la réalité d'aujourd'hui, en fait. Il faut penser à tout ça, donc voilà ces couleurs. Moi, j'aurais aimé un petit peu de rose, parce que nous, les filles, forcément, voilà. Mais bon, ça le rappelle sur nos tenues de travail, des vestes bien roses, donc voilà. Et ensuite, un bel emballage. Nous, sur nos feuilles d'emballage, on met en avant nos apprentis, femmes chefs d'entreprise, nos éleveurs. Mais en gros, merci à Pascal et Marie pour le choix de nos carcasses. Merci à Elodie pour faire ce métier et mettre en valeur les femmes chefs d'entreprise. Merci à nos apprentis. Donc voilà, c'est des petits messages simples et peut-être bêtes. Mais en fait, quand le client il regarde ce papier, il se dit « Ah tiens, chez Rigaud et Filles, c'est bien, ils mettent en valeur leur personnel. » Mais derrière, en amont, il y a aussi des gens qui ont un savoir-faire et c'est grâce aussi à eux. Est-ce que sur une carcasse de viande, on est attentif à ne rien gâcher, à bien utiliser tout ce qui est disponible? Moi, depuis que je suis petite, j'entends mon père, on ne gâche rien, on gratte les nerfs, il ne doit pas rester de viande. Donc, il faut bien aiguiser ses couteaux. C'est un métier aussi, ça s'apprend. Un boucher qui ne sait pas aiguiser ses couteaux, il ne pourra pas faire un bon travail. Et tout ce travail de découpe, d'organisation, de préparation de la viande, vous le faites à quel moment de la journée? Comment ça s'organise? Alors nous, les carcasses, ça arrive le mercredi. Parce que le début de semaine, c'est toujours un petit peu plus calme, comme partout. Donc on ne prépare pas toute la viande directement un certain jour pour toute la semaine. Nous, la carcasse arrive le mercredi. On prend ce qu'on a besoin. On ne désosse pas tout d'un coup comme un bourrin et voilà. Non, la plupart de la vente se fait le vendredi, samedi, dimanche. C'est 90% de notre chiffre d'affaires. Donc le jeudi, c'est à fond dans la viande. On prépare tout pour le week-end. Et après, au fur et à mesure, les petits morceaux qui bougent les plus vite, soit on les vend en premier, soit on les fait au dernier moment pour les clients. On blinde pas un comptoir tous les jours. Les débuts de semaine, il y a un peu moins de choses parce que il y a un petit peu moins de ventes que le week-end. Et on gaspille pas, en fait. Au prix où on achète la viande, on peut pas se permettre de dire c'est pas grave, ça je l'ai pas vendu, je jette. Non, ici, si on entend ça... mon sang, il fait un tour. Concrètement, ça vous fait commencer vos journées à quelle heure? C'est plus l'image du boucher d'avant où on commence à 4 ou 5 heures du matin. Alors peut-être qu'il y a des entreprises qui le font parce qu'ils sont soit un peu moins personnels et beaucoup développés, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire les marchés. Donc quand vous faites les marchés, faut vous lever de bonne heure parce qu'il faut préparer votre camion pour pouvoir partir et il y a de la route. Mais dans nos métiers, en général, un boucher, je dirais... entre 6h et 8h. Nous, personnellement, ici, ils arrivent entre 7h30 et 8h. Et vos journées se terminent à quelle heure? Elles se terminent à 19h30. Je vais vous prendre, par exemple, notre charcutier, lui, il est que du matin. Lui, il arrive à 6h. Lui, il envoie du lourd, Yann, jusque midi et demi, 13h. Et après, il y a toutes ces après-midi. Un boucher, lui, il fait le matin et l'après-midi, mais après, il a ses jours de repos dans la semaine. Donc, celui qui fait ce métier et qui veut pas travailler le week-end, c'est pas compatible, en fait. On sait qu'on travaille le week-end. Après, il faut faire des choix et après, on adapte aussi notre vie personnelle par rapport aussi à notre vie professionnelle, l'un comme l'autre. Elodie, on va faire un retour en arrière. Votre père était boucher, on peut presque dire que vous êtes tombé... Il est toujours boucher. Et il est toujours boucher. Ça fait 35 ans qu'il est boucher. À quel moment vous avez su que vous vouliez faire ce métier et qu'il ne s'agissait pas d'imiter votre père, mais que c'était vraiment votre vocation?
Bon, moi j'ai envie de vous dire depuis toute petite, hein. C'est comme Obélix, il est tombé dans la marmite. Bah moi je suis tombée dans la boucherie. Dès que j'ai pu aller donner un coup de main à mes parents dans l'entreprise, vers l'âge de 10 ans peut-être, même un petit peu avant, bah, j'aimais bien venir à la caisse, toucher à du vrai argent, toucher des vraies caisses, et pas les caisses qu'on a à Noël pour faire semblant. Non, moi j'avais des vrais clients qui venaient au magasin. Dès l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à désosser ma première poitrine de porc, donc j'avais un couteau en main. Mon papa il faisait attention, hein, parce que c'était dangereux, hein. Puis j'ai vu toujours mes parents travailler, donc la valeur du travail, moi je l'ai depuis que je suis petite, hein. Et à quel moment vous avez compris que c'était ça, que c'était ce métier que vous vouliez faire et pas un autre? Alors en fait, à partir de la seconde, donc j'étais au lycée, on doit choisir notre orientation entre la seconde et la première. Et moi, dans ma tête, c'était j'ai envie de faire bouchère. Pas parce que mes parents font boucher, mais parce que j'aime ce métier. Du coup, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, si je mets CAP boucher sur mon orientation, je vais pas avoir mon bac, quoi. J'avais dit à mes profs, bah moi je veux faire un CAP boucher. Et ma prof d'anglais, je me rappelle, c'était ma prof principale et elle me disait non, t'es bonne élève, c'est pas parce que tes parents ils font boucher que tu dois faire pareil, tu peux faire un BTS hygiène. Mais je fais un BTS hygiène, je vais pas aller contrôler les entreprises qui font le métier. Je fais non, moi je veux être bouchère, avoir le couteau dans la main, un bon morceau de barbac. Non, moi je veux pas faire un BTS hygiène. Donc du coup, je m'étais dit, bon, je vais faire plaisir. Sur l'orientation, je vais mettre un truc dans la comptabilité. Et puis voilà, et puis après j'ai eu mon bac. Et je suis partie faire un CAP boucher. Et vous avez fait un bac scientifique? Ouais, j'ai fait un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur. Alors rien à voir avec le métier de boucher. Donc après le bac, vous faites le CAP boucherie? Oui, en 2 ans. En apprentissage? En apprentissage, toujours. Alors dans pourquoi les chambres l'apprentissage? de métier de l'artisanat, en apprentissage, parce que c'est bien d'avoir un pied dans l'entreprise. Pour apprendre vraiment le métier, c'est dans une entreprise qu'on l'apprend. Et en centre de formation, parce que on apprend tout ce qu'on n'apprend pas en entreprise, c'est-à-dire connaître les os, les morceaux de viande, parce que chaque morceau de viande a un nom, les règles d'hygiène, les respects des règles au travail, toutes ces choses-là, on l'apprend, toute la théorie, on l'apprend aussi en centre de formation. Et quand on a fini son apprentissage, est-ce qu'on est boucher? Non, alors moi, j'ai pas fait qu'un CAP boucher. Après mon CAP boucher, j'ai fait un brevet professionnel, donc toujours en boucherie. Pendant mon CAP, j'ai participé aux sélections des meilleurs apprentis de France Boucher. J'ai été qualifiée au niveau départemental, régional. Je suis arrivée au national et j'ai terminé 11e ex aequo. Donc on était 2 filles à l'époque. C'était pas beaucoup, hein. Alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc ensuite, après mon CAP, j'ai fait le brevet professionnel en boucherie, donc en 2 ans. Et là, le brevet professionnel, il y a plus de la gestion d'entreprise. Donc on apprend un bilan, à lire un compte de résultats. Ça nous montre un peu qu'est-ce que c'est chef d'entreprise. Ça, c'est votre histoire, c'est votre parcours. Et si demain, un jeune garçon ou une jeune fille vient vous voir et vous demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire boucher, qu'est-ce que vous lui conseillerez comme trajectoire? Déjà, il faut commencer par la base, un CAP. Ensuite, il faut enchaîner sur un BP boucher ou charcutier, parce que le métier de charcutier, BP, c'est un brevet professionnel. Et ensuite, maintenant, il existe, après le CAP et le BP, un TEPE. Donc, c'est ce que j'ai fait après mon BP. C'est un titre entrepreneuriat pour la petite entreprise. Donc, c'est toujours en apprentissage avec les chambres de métier. Vous faites ça en 1 an. Là, donc, c'est des modules que vous devez valider. Et ensuite, à la fin de ces modules, il y a une présentation finale orale à un jury. Et là, normalement, si tout s'est bien passé durant ces différents modules, vous avez votre examen. Vous avez un module RH, un module marketing, un module communication. Vous voyez toutes ces tâches que le chef d'entreprise va avoir par la suite, en fait. Le métier de boucher, parfois, il souffre un petit peu de clichés. Vous en parliez tout à l'heure avec les images de sang, de violence ou peu importe. Parfois même, on imagine que le métier de boucher, c'est plutôt quelque chose qui est tourné vers le masculin. Est-ce que c'est plus dur de faire ce métier quand on est une femme? Non. Quand on aime un métier, on le fait à 100%. Même s'il y a des hommes qui sont machos à côté, on s'en fout. Faut que ça nous passe au-dessus. Alors, il y en a des hommes qui veulent pas accepter les femmes dans les métiers dits masculins. Hein. Mais on voit bien que depuis 4-5 ans, les femmes arrivent dans ce métier et elles montrent qu'elles sont présentes. Hein. Elles vont pas faire une chose parce qu'elles peuvent pas le faire. Elles vont essayer de le faire. Alors oui, porter une carcasse, c'est un peu compliqué.
On se laisse pas démonter et puis on y va. Hein. Il y a aussi parfois un peu mauvaise presse, notamment avec toutes les problématiques liées au vegan, tout ça. Est-ce que ça, c'est une image dont vous souffrez ou finalement on en parle plus que ça ne vous atteint réellement ? On n'en parle pas parce que pour nous, on devrait accepter que des gens mangent de la viande, que des gens ne mangent pas de viande. Nous, on vient pas les chatouiller parce qu'ils mangent pas de viande. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on fait ce qu'on veut, qu'on nous laisse faire notre métier. Notre métier, il existe depuis des années. C'est la filière alimentaire. Un requin qui mange un poisson, on va pas commencer à dire « Ah, le requin, il mange le poisson ». Bah non, l'homme, il est fait pour être carnivore. Il y en a qui ont décidé d'être véganes, de manger que des plantes. Et encore, on dit que les plantes sont vivantes. Donc, non, mais il y a un moment... Et le métier de boucher, c'est un métier qui connaît une petite crise de vocation, ou en tout cas, il y en a de moins en moins sur le marché. Comment on peut faire pour convaincre quelqu'un de se lancer dans ce métier ? Alors, quels sont les arguments ? Il y a peut-être moins en moins de boucheries, mais les boucheries qui restent, c'est des grandes boucheries, donc elles emploient plus. Et c'est un métier qui est, je ne vais pas dire en crise parce qu'on n'est pas en crise. Comme on se développe plus, on a besoin de plus de personnel. Et forcément, si vous appelez Pôle emploi que vous cherchez un boucher, il n'y en a pas en fait sur le terrain. Celui qui est sur le terrain, c'est que, je ne vais pas dire qu'il est mauvais boucher, mais... Nous, on cherche des bons bouchers qui savent faire leur travail. Mais à Pôle emploi, il n'y a pas de boucher. Nous, ça fait 6 mois qu'on cherche du personnel. On ne trouve pas. Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Et qu'est-ce qui est un petit peu plus dur dans le métier de boucher ? Oui, le froid, peut-être quand il fait très froid, comme les périodes actuelles d'hiver. Mais qu'est-ce qui est dur ? Alors, c'est sûr, il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va un peu moins bien, mais... Et quand est-ce que vous prenez du plaisir quand vous faites ce métier ? Tout le temps. Moi, c'est un métier de passion. Je prends tout le temps du plaisir. On a quand même des gens devant nous, on a des clients devant nous qui viennent, qui ont besoin d'être bien accueillis, qu'on ait toujours le sourire, qu'on ait un magasin présentable, qui soit propre, accueillant. Un client qui vient chez nous dans une entreprise quand même de qualité, il doit repartir avec un produit de qualité, un service de qualité. C'est important. C'est quoi un bon boucher, une bonne bouchère ? Faut aimer son métier, il faut aimer les gens, il faut aimer le produit qu'on prépare. Et voilà, après, une fois qu'il y a tout ça, c'est tous les bons ingrédients pour pouvoir être un bon boucher. C'est un métier aussi où il y a de la concurrence, parfois qui n'est pas exactement sur les mêmes secteurs que vous, mais il y a de la viande qui est vendue en supermarché. Comment on fait pour attirer le client, le pousser à venir jusqu'à votre boutique ? Alors déjà, on a un nom qui attire, Rigaud et Filles. C'est la première chose qui attire. Après, il y a le bouche à oreille. C'est le plus important, j'ai envie de dire. Faire de la communication dans la presse ou quoi que ce soit, c'est pas ce qui va forcément le plus fonctionner. C'est le bouche à oreille. Tiens, j'ai mangé un rôti chez ma belle-sœur, il était trop bon, t'as été où ? J'étais chez mon artisan boucher, chez Rigaud et Filles à Vambrochy. Ensuite, alors oui, on fait de la communication beaucoup sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui tourne en permanence. On a un site internet où on met aussi des vidéos sur notre page YouTube. C'est tout des choses qui mettent en valeur aussi notre métier, notre entreprise. Et puis on fait des portes ouvertes aussi également. Et nous, on n'a rien à cacher. Et même si on ne fait pas de porte ouverte, un client qui me dit « Ah, c'est comment chez vous ?» Je fais « Attendez, venez, vous avez 5 minutes. » Et je leur fais visiter l'entreprise. Et c'est que notre entreprise, elle est toujours nickel. Il n'y a pas un truc qui traîne par terre. Nous, on dit à nos gars... Il faut que dans la journée, si il y a un client qui veut venir, il puisse venir. Est-ce que pour attirer le client, ce qui est important aussi, c'est de le conseiller sur une cuisson, sur des recettes ? Ah oui, il faut savoir aussi cuisiner un petit peu. Si vous vendez un rôti que vous ne savez pas combien de temps il faut le cuire, je dis pas que des fois j'ai encore un peu de mal, parce que je suis pas... Ça fait que 14 ans, mais vous allez me dire 14 ans, c'est peut-être beaucoup. Mais de toute façon... Surtout à votre âge, vous avez à peine la trentaine. Et je suis encore jeune, donc on apprend toute notre vie. Et des fois, mon boucher Bruno, il me taquine, il me dit « alors, vous dites que vous êtes bouchère, mais vous m'appelez encore pour la cuisson des viandes. » Mais je fais « oui, mais c'est pas pareil. » Je fais « toi, t'es boucher, tu fais que ça. Moi, je m'occupe de l'entreprise en général, donc je suis pas que à un poste. Je fais les stocks, je passe les commandes, je fais les plannings, je m'occupe de faire mon rayon. Je suis polyvalente. »
La viande, pour beaucoup de personnes, c'est presque devenu un produit de luxe. Comment on peut faire pour convaincre certains de faire de la place dans leur budget? Quelle est la plus-value? Pourquoi aller chez un boucher plutôt que chez un supermarché ou dans une épicerie? Alors oui, c'est devenu du luxe de manger de la viande, surtout de nos jours. Avec l'inflation, la viande, elle coûte cher. Tout augmente, faut pas mentir. De toute façon, où est-ce que ça n'a pas augmenté? Mais pourquoi venir chez nous plutôt qu'en grande surface? Nous, on dit aux clients, mangez-en moins et mangez-en mieux. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Nous, on dit aux clients, nous, on est content quand vous prenez de la viande chez nous. Vous en mangez moins, mais on vous voit chez nous. Plutôt que d'aller en grande surface et d'acheter un morceau de viande, oui, ça va pas coûter cher. Mais est-ce que vous allez vous régaler? Voilà, c'est toute la différence. Quand vous achetez un steak haché, je prends toujours cet exemple. Un steak haché chez nous, c'est que de la viande. Vous allez le cuire, il va rester ce que vous avez acheté. Ça va pas diminuer parce qu'il y a, allez, je vais exagérer, mais 20% de graisse. Un steak haché en grande surface qu'en général les gens achètent congelé. Quand vous le cuisez, il reste plus rien. Il y a de l'eau, il y a de la graisse, et puis gustativement, on se régale pas. Justement, votre métier, c'est un métier de l'artisanat, il y a un vrai savoir-faire. Comment est-ce qu'on fait pour apporter sa touche Est-ce qu'on peut être un boucher moderne? Mais on est tous des bouchers modernes, les artisans bouchers. De toute façon, moi je dis à mes clients, quand le client il dit « Votre jambon, vous le faites maison. Ça, votre pâté, vous le faites maison. » Je dis à partir du moment où vous mettez les pieds chez un artisan boucher, à 90% c'est fait maison. Un jambon, vous le voyez quand il est fait maison. Et quand un client vous dit « Oh, ça, une fois, c'était trop salé, il n'y avait pas assez de sel. » J'ai envie de dire, c'est parce qu'on le fait maison. C'est pas un produit qu'on achète ou c'est fait sur une chaîne et c'est constant. Non, nous, on n'a pas un produit constant. On travaille avec des humains, des vrais, pas des robots. Donc forcément, des fois, dans les carottes râpées, il y a un petit peu plus de sel. Et je prends l'exemple des carottes râpées parce que ça nous arrive. On travaille avec des humains, donc oui, des fois, ça peut pas être parfait. Toute cette réflexion, on sent aussi qu'il y a la patte d'une chef d'entreprise. Vous êtes formé au management, vous en avez parlé tout à l'heure. Quelle place ça occupe dans votre travail au quotidien? Le management, c'est dans ma vie, c'est tous les jours. C'est pas évident à 30 ans de manager des humains. Combien vous êtes déjà dans la boucherie? On est une dizaine. On est une dizaine, des apprentis, des salariés. Nous, dans nos salariés, on compte notre comptable, parce que notre comptable, on le paye, donc ça fait partie prenante de l'entreprise. Ouais, manager, à 30 ans, c'est pas évident. Je le dis, faut pas se mentir. Puis manager des gens de mon âge et des hommes, c'est encore moins évident. Mais bon, ça va le faire. Il manque encore, je pense, 3-4 ans d'expérience et de pratique. Et après, je pense que avec la maturité et tout, ça va aller. Et comment vous faites concrètement pour que tout se passe bien et que ce soit dans les relations humaines et en même temps au travail? Déjà, mais pour pouvoir donner des directives, des tâches, il faut savoir les faire soi-même. Et donc, c'est pour ça que je suis passée par la case départ, c'est-à-dire CAP, BP, management. Parce que si je serais arrivée là après un bac S, je serais pas crédible en fait. Je sais pas désosser une carcasse, je sais pas ficeler un rôti, je sais pas servir un client. Là, si en fait, j'ai fait comme vous, je suis passée par la case départ et je me suis formée en apprentissage au métier de boucher. Voilà. Élodie, une dernière question avant de terminer cette interview. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir avant de commencer ce métier de bouchère? C'est une colle là, que vous me posez. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu mes parents travailler depuis tout le temps, donc je vais pas dire que le métier, je le connais de A à Z. Je pense que maintenant, pour être chef d'entreprise, alors si j'avais pas eu mes parents qui étaient dans le métier, je pense qu'il faudrait plus nous former au management. Au management, savoir gérer une équipe, savoir parler à une équipe, parce que il faut utiliser les bons mots. Et moi, ça, j'ai pas eu. Donc, du coup, j'apprends sur le tas et des fois, vous prenez des claques. Voilà, en plus, en étant une femme, pas toujours évident. Mais bon, je suis optimiste, ce que mon père m'a toujours appris. Optimiste, ne pas juger les gens. Et puis, ça va le faire, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Faut le faire. Merci François. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Tchèze, Harry, Théo Conscience et Stéphane Geneste.